Salut et bienvenue dans Cinestory. Cet épisode est le dernier de cette première saison et on reprendra à partir de septembre. Mais ne vous inquiétez pas, je ne vous abandonne pas cet été. Je vous ai préparé 8 vidéos qui sortiront toutes les semaines. Et si vous voyez ces vidéos, vous deviendrez bilingue en cinéma. Je vais faire de vous de vrais pros capables de comprendre et de parler le jargon de n'importe quel réalisateur. Mais pour le moment, on va parler de cinéma de propagande. Parce que le cinéma, outre le fait de nous divertir, de nous faire passer un bon moment, ça sert aussi et surtout à faire passer des messages. Et quoi de plus intéressé à l'idée de faire passer des messages que le monde de la politique? Le cinéma est depuis pratiquement sa création un outil de propagande et de contrôle social pour l'État, et il est devenu un moyen de diffuser les idées des régimes totalitaires pendant les périodes de troubles. En fait, jusqu'au début du XXe siècle, on n'utilisait que très peu la propagande, c'est-à-dire, je le rappelle, les techniques utilisées pour répandre au sein d'une population tout entière une opinion idéologique ou politique. Ce n'est qu'après la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire dans les années 20, avec la naissance de nouveaux régimes idéologiques, que mensonges et trucages font leur apparition avec le bourrage de crâne qui devient le point de départ de la propagande. Et c'est le cinéma qui devient rapidement et logiquement le principal outil de manipulation des masses. Alors c'est là que vous allez me demander, pourquoi spécifiquement le cinéma ? C'est quoi l'intérêt? Bon, vous l'aurez compris, le but c'est de transmettre une idée au plus grand nombre et pour cela, il faut utiliser le média le plus populaire de l'époque. Pendant la Première Guerre mondiale, la propagande se retrouvait au cœur des journaux ou bien à la radio, mais le cinéma s'est révélé être un moyen plus efficace pour ce travail de manipulation des esprits parce qu'il est devenu très vite très populaire. Il faut savoir qu'au tout début du cinéma, les films étaient projetés dans des foires. On en a déjà parlé dans l'épisode consacré à Méliès. Et comme cet art a bénéficié de l'effet nouveauté, je rappelle que le cinéma a tout juste une centaine d'années aujourd'hui, c'est devenu très rapidement de plus en plus attractif. Par exemple, entre 1909 et 1925, on est passé en France de 10 à 110 millions d'entrées. C'est énorme. En 1920, il y avait 11 salles de plus de 2000 places à Paris. Rien ne pouvait concurrencer un tel engouement à l'époque. Grâce au cinéma, les auteurs de la propagande ont alors la possibilité de toucher un large spectre de la population, une catégorie considérée comme non intellectuelle parce qu'il n'y a pas forcément besoin de savoir lire ou écrire. Avec le travail des images, il est simple de transmettre une philosophie, une idéologie de manière fluide. Un film permet de manipuler facilement les émotions du spectateur et comme dans tous les autres médias de propagande, on ne choisit de montrer que ce qui permet de valoriser les idées défendues. De cette manière, il est simple de mettre en avant une idéologie tout en dévalorisant une autre, et c'est exactement ce qu'il va se passer. Les films de la propagande nazie mettaient en avant la force de la race aryenne en opposition aux vices que pouvait représenter le peuple juif. Et il est évident que dans le cadre de la propagande politique, les artistes ne sont pas libres de leur choix artistique, ces derniers leur sont imposés et ils sont souvent contraints de répondre à certaines normes. Alors attention, je ne dis pas que les réalisateurs n'étaient pas d'accord avec ce qu'ils produisaient, mais quoi qu'ils fassent, peu importe leur opinion, il y avait la censure qui validait ou non le film. Peu importe l'idéologie défendue dans un film de propagande, les codes restent quasiment les mêmes. On retrouve par exemple l'utilisation de la contre-plongée pour mettre en avant un personnage incarnant l'idée défendue par exemple. Par contre, les réalisateurs caricatureront ce qui est considéré comme nocif, ce qui permet d'allier l'opinion publique à la conception mise en avant. Si l'on prend l'exemple de Juifsjus, un film de propagande nazie réalisé en 1940, vous l'aurez deviné, c'est le peuple juif qui endosse le rôle du méchant. Les personnages de religion juive sont à l'origine de tous les problèmes. Die Bevölkerung ist in hellem Aufruhr. Wie die Heuschrecken kommen sie über unser Land. Schon diktiert Herr Oppenheimer die Steuer. Der Jude hat die Hand auf der Minze, auf dem Salz, auf Bier, auf dem Wein, ja sogar auf dem Getreide. Auf unseren Frauen und auf unseren Töchtern. Il y a dans ce genre de film un schéma très manichéen. Manichéen, ça veut dire qu'il y a d'un côté les gentils qui sont forcément et tout le temps gentils et les méchants qui n'ont pas d'autre but que d'être méchants. Un schéma manichéen donc très puissant qui a forcément une influence sur le spectateur. Ce dernier, soumis à la puissance des images, finit automatiquement par adhérer à la doctrine qui lui est proposée. Et je vous parle de nazis parce que c'est le plus représentatif, mais il y en a d'autres. Le régime fasciste italien, Staline en URSS et Mao en Chine par exemple, utilisaient cet outil de propagande et c'est presque la même chose à chaque fois. Montrer la grandeur et le dévouement à la patrie, retracer les faits biographiques saillants des personnages importants de l'histoire du pays en question et surtout dénigrer les adversaires. Mais le cinéma de propagande ne s'applique pas seulement lors de tensions politiques, au contraire, encore aujourd'hui,
on peut retrouver à l'écran des films faisant la propagande de certaines idées. Bon, en réalité, je ne sais pas si on peut à proprement parler de propagande, puisque cette apologie d'une pensée n'est pas dépendante de l'état en place, mais vient d'une personne lambda, c'est-à-dire que le réalisateur n'est pas censuré par l'État. Il est peut-être plus juste de parler d'un grand patriotisme, mais sur certains films dont l'idéologie est forte, tous les codes de propagande sont repris, par exemple avec Clint Eastwood et son film American Sniper. Est-ce que ça ne serait pas une forme de propagande en faveur des forces armées américaines et de la guerre en Irak? Ce film met quand même en avant le patriotisme américain et fait du héros un surhomme, un vrai patriote. Le fait d'avoir choisi de faire un biopic sur cet homme n'est pas anodin puisqu'il représente la réussite et la loyauté d'un homme envers son pays qui combat pour le bien. Le manichéisme, souvenez-vous. Et bien que quelques scènes nous montrent les dégâts causés par cette carrière, il est clair que l'on fait sentir en arrière-plan au spectateur que c'est en quelque sorte un mal pour un bien. Avec ce film, même si la guerre que décrit Eastwood ne risque pas d'éveiller des vocations, il y a quand même une recherche pour créer une sorte d'engouement pour les forces armées américaines à une période où la guerre était pas mal remise en question. Dans le même ordre d'idées, il y a les films de super-héros et plus particulièrement Captain America. Dans le premier film, on nous montre comment Steve Rogers entend transcender son statut de symbole et outil de propagande pour accomplir de grandes choses. Et on tente de nous expliquer que ce n'est pas le surhomme qui fait Captain America, mais bien le petit gars de Brooklyn qui fait le héros. En fait, dans ce film, il prend lui-même petit à petit conscience de son statut de héros de propagande, comme si le personnage de comics des années 40 sortait d'une planche pour aller combattre à la place des jeunes lecteurs qui l'incitent à partir au combat, parce que c'était ça les comics. Enfin, c'est bien foutu, même si c'est plus une mise en abîme qu'un film de propagande, parce que dans son approche, Captain America The First Avenger n'est pas tant un film de propagande nationale qu'un film sur la propagande nationale. Il y a aussi Iron Man, milliardaire playboy philanthrope qui travaille directement pour l'armée américaine. Et les méchants, c'est qui ? Je vous rappelle qu'Iron Man est sorti en 2008, c'est-à-dire en pleine guerre d'Irak. Ce film met en relief la réalité, faut pas se leurrer. C'est une façon romancée de raconter et de montrer la puissance américaine face au reste du monde. Je précise qu'à l'origine, l'histoire d'Iron Man se passe dans les années 60, pendant la guerre d'Indochine. Il se battait contre le communisme dans un contexte de guerre froide, mais les temps changent et les adversaires aussi. Et pendant très longtemps, pour les Américains, sur Terre, plus louche qu'un Russe, il n'y avait pas. Alors vous avez sans doute remarqué que même encore aujourd'hui, dans beaucoup de films hollywoodiens, les ennemis sont russes. Les vieilles habitudes, tout ça. Et si je vous disais que dans le film Black Panther, le Wakanda est un rêve d'une Afrique épargnée par le colonialisme et toujours en possession de ses ressources naturelles? Oui, ça dénonce pas mal en vrai. En grattant un peu la surface, on y voit un pays tiraillé entre deux doctrines, celle de T'Challa, ou en tout cas celle de la tradition du Wakanda dont il est le représentant, qui veut que le pays reste replié sur lui-même et aveugle aux tourments du monde. Et celle de Killmonger qui lui veut étendre son idéologie par une méthode agressive combinant intervention armée et déstabilisation de régime. Si on lit entre les lignes, qui ne se sentirait pas concerné par le débat qui sévit au sein du Wakanda sur le fait d'accueillir ou non des immigrés dans le besoin quand on est un pays riche, sur l'importance de s'ouvrir au monde extérieur pour y apporter son aide ou de se replier avec l'espoir de se protéger. Face à une crise, le sage construit des ponts, l'idiot érige des murs, conclut le film en adaptant un proverbe africain qui parle traditionnellement de barrages et non de murs. Trump, elle est pour toi celle-là. Comme quoi la propagande ou le vecteur d'une idée n'est pas forcément en accord avec le dirigeant. Ce n'est pas tant la propagande le problème, c'est celui qui en fait l'usage. Putain, c'était beau. Hollywood est vraiment très fort pour porter son pays et le placer au centre du monde et de l'histoire, même quand il n'en est pas le sujet principal. On parle quand même de l'Afrique, mais le sous-texte parle entre autres des États-Unis. Si le but premier de la propagande est d'influencer l'opinion, est-ce qu'elle ne permettrait pas la réécriture positive de l'histoire, ici de l'histoire américaine? Le but ne serait plus forcément d'imposer une idée, mais c'est plutôt une façon d'exorciser les péchés d'une certaine Amérique. Inglourious Basterds se termine par exemple sur l'exécution ultra-violente d'Adolf Hitler par ses héros au cœur d'un cinéma. Le but n'est évidemment pas de faire croire aux spectateurs que Brad Pitt et ses copains ont effectivement dézingué l'autre moustache, mais bien d'offrir au cinéma un territoire de revanche sur un passé parfois douloureux ou terrible. Dans Avengers par exemple, New York fait face à une catastrophe causée par des appareils volants étrangers qui percutent des immeubles.
ça peut nous rappeler les attentats du World Trade Center vécus du point de vue américain. Sauf que dans le film, même s'il y a de la destruction, elle n'est pas totale. Les Avengers évitent les pertes massives de civils, anéantissant les envahisseurs. Mais, outre le fait de vouloir refaire l'histoire à leur manière, il faut savoir que le Pentagone n'a pas du tout apprécié ce film, le jugeant pas assez réaliste. Et pas à cause des extraterrestres, mais à cause du SHIELD et ses relations floues avec les États-Unis. Le département de la Défense, qui travaillait avec les studios Marvel sur Avengers, a donc abandonner cette coopération. En fait, l'administration américaine aide régulièrement des films dans diverses mesures, comme par exemple la mise à disposition d'officiers de la CIA prêts à donner des trucs et astuces sur les secrets des militaires américains. L'idée est de s'assurer que les petites mains de l'armée américaine et du département de la Défense soient dépeintes de la manière la plus positive possible. Et le gouvernement américain ne s'associe pas qu'aux films totalement réalistes ou traitant spécifiquement de l'armée. Il a par exemple travaillé avec Michael Bay sur les 3 Transformers, amenant le Washington Post à qualifier ces films de propagande subventionnée par le gouvernement. Le cinéma de propagande, ça peut donc être une manipulation du spectateur, un jeu avec les images et la mise en scène, afin de vous faire adhérer à des opinions qu'il ne vous viendrait peut-être jamais à l'esprit de défendre. Mais maintenant, c'est aussi un moyen de faire connaître et populariser des idées, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. C'est une méthode de communication plus qu'efficace, et beaucoup de films ont des doubles sens. Il y a le scénario et le message caché. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous retrouve dès mercredi pour le ciné-mercredi et très bientôt pour le premier épisode de l'été. N'oubliez pas le pouce en l'air, ça me fait toujours plaisir et n'hésitez pas à partager cet épisode sur tous vos réseaux sociaux. Ça me fait plaisir aussi. Passez de bonnes vacances. Bisous.